qui ont effectivement les compétences, les personnes qui vont visiter l'accueil Bonneau, qui vont profiter des services de l'accueil Bonneau, entre autres, et des organismes un peu partout au Québec. C'est plus difficile pour ces personnes-là d'être suivies quand les gens n'ont peut-être pas la formation destinée à justement les aider. Et j'imagine que ce n'est pas le seul organisme qui se retrouve dans une situation aussi précaire, parce que les besoins augmentent. Oui, effectivement. Donc, on sait qu'il y a quelques mois, Banque alimentaire Québec, qui regroupe les banques alimentaires et les moissons un peu partout au Québec, sont sortis pour dénoncer justement ce manque cruel de financement de denrées et de personnel. Et on attend toujours, en fait, les groupes revendiquent une politique, entre autres, sur l'itinérance, sur le phénomène de l'itinérance, et cette politique ne vient malheureusement pas. Et quelle est la solution? Est-ce qu'elle se trouve dans ce plan de lutte contre la pauvreté qui a été annoncé hier? Malheureusement, la solution ne s'y trouve pas. Les gens, entre autres, de l'accueil Bonneau aujourd'hui, oui, c'était pour leur organisme, mais aussi pour dénoncer les conditions dans lesquelles les hommes qui le fréquentent vivent. Et malheureusement, les personnes seules ou les couples sans enfants à l'aide sociale vont être laissées de côté par le prochain plan d'action. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'accueil Bonneau? De quoi ils auraient besoin? Bien, en fait, ça serait d'un financement qui soit soutenu, d'une stratégie qui soit aussi cohérente, et c'est certain qu'en élevant les prestations des personnes et en soutenant mieux les personnes qui fréquentent l'accueil Bonneau, peut-être qu'on pourrait permettre de désengorger et que ces gens-là puissent profiter d'autres services, se réinsèrent en emploi ou profitent aussi d'un retour sur le marché du travail. Merci beaucoup, M. Couture. Merci à vous. Un drame affreux est survenu cet après-midi à Saint-Barnabé-Sud, c'est en Montérégie. Une fillette d'à peine 20 jours a été attaquée par un chien et elle en est morte. Marie-Christine Valois est sur place. Marie-Christine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé? Céline, la Sûreté du Québec est plutôt avare de détails sur les circonstances de cette tragédie, puisqu'actuellement, il y a une enquête qui est en cours pour déterminer s'il y a des éléments criminels qui se sont produits lors de ce drame ou qui ont entraîné ce drame. On pourrait penser par exemple à un cas de négligence. On sait que ça s'est passé en milieu d'après-midi ici dans la petite communauté de Saint-Barnabé-Sud. Vraisemblablement, 2 couples étaient à la maison lorsque le drame s'est produit. 2 chiens aussi de race husky y étaient. La police nous confirme que c'est bel et bien un des 2 chiens ou les 2 chiens qui ont attaqué la fillette d'à peine une vingtaine de jours. Elle est morte et également, évidemment, les gens ici sont sous le choc. Heureusement, les 2 bêtes ont été capturées. Elles vont subir des examens demain pour savoir si elles ont la rage ou encore pour analyser leur comportement. On écoute là-dessus un voisin suivi du propriétaire de la compagnie qui est venu récupérer les 2 bêtes. Les 2 chiens, ils avaient déjà rencontré ici, sur mon terrain. Puis c'était des jeunes enfants qui étaient avec les chiens. Ils avaient dit les chiens, ben, c'est important juste de les attacher pour causer un accident. C'est pas des chiens agressifs, ça, c'est des chiens territoriaux seulement. On voit bien que c'est pas un chien agressif, ça, là. Marie-Christine, les attaques mortelles de chiens sont rares, mais malheureusement, elles ne sont pas exceptionnelles. Pas exceptionnel, selon les plus récentes données de Statistique Canada, entre 2002 et 2006, 10 personnes sont mortes au pays après avoir été attaquées par des chiens. Là-dessus, la moitié étaient des enfants de moins de 10 ans. Je vous rappelle qu'ici, c'est une fillette d'à peine une vingtaine de jours qui a perdu la vie. Une triste histoire. Merci beaucoup, Marie-Christine. Au revoir. La 16e conférence de Montréal, ce qu'on appelle maintenant le Forum économique international des Amériques, s'est ouvert aujourd'hui dans la métropole québécoise. À l'ordre du jour des conférenciers, comment assurer une relance stable et continue à la suite de la crise économique et financière? Le Premier ministre Jean Charest était sur place. On peut l'écouter quand il a parlé de l'importance de l'économie des États-Unis. Je vais vous donner un exemple concret. Tant qu'il n'y aura pas de reprise de l'emploi aux États-Unis, il n'y aura pas de reprise dans le marché immobilier résidentiel. Ça affecte les régions du Québec dans le domaine du droit d'œuvre. C'est direct comme ça. Hein. Il y a un lien direct entre les deux.
Bonsoir Gérald. Bonsoir Céline. Il y a Jim Flaherty qui était lui aussi à la conférence de Montréal et lui, il savoure un peu sa victoire du week-end. Oui, il la savoure sans trop le montrer quand même, et il veut qu'on aille un peu plus loin. En fin de semaine, finalement, les ministres des Finances du G20 qui étaient réunis en Corée du Sud ont décidé en quelque sorte de ne pas aller de l'avant avec une taxe harmonisée de tous les membres du G20 pour les banques. Alors ça, c'est un point gagnant du côté de M. Flaherty. Il veut qu'on aille plus loin, qu'on mette en place rapidement une réforme financière. Il a dit aujourd'hui que cette réforme prend beaucoup trop de temps à être implantée. C'est une réforme qui pourrait prendre la forme en quelque sorte de règles internationales plus strictes concernant les réserves, les encaisses que conservent les banques pour des mauvaises créances. Alors ça, c'est le message qu'il a lancé et qu'il pousse bien sûr en prévision du G8 et du G20 à la fin juin en Ontario. Bon, ici, à la conférence de Montréal, on voit le bon côté des choses. Les marchés, eux, envoient un signal d'incertitude. Encore aujourd'hui, voici les chiffres de la journée pour les principales places boursières de la planète. Tokyo a perdu 3,8%, Paris a perdu 1,2%, New York près de 1,5%, Toronto 0,6%. Toronto qui est en territoire négatif cette année avec les inquiétudes liées à l'Europe, liées à la Chine également. Il y a l'euro qui est tombé sous la barre des 1,19$ américains aujourd'hui. Une première fois en 4 ans. Parlez-nous en terminant de la Hongrie qui inquiète encore. Et c'est en quelque sorte cette situation en Hongrie qui inquiète les marchés. La Hongrie qui a annoncé aujourd'hui la réduction de ses dépenses à hauteur de 1 à 1,5% de son PIB. Ce qui se passe du côté de la Hongrie, c'est que le ministre hongrois de l'économie aujourd'hui a déclaré à la télé américaine qu'il y avait eu un certain nombre de dysfonctionnements dans la communication la semaine dernière parce qu'on laissait entendre que la Hongrie pouvait faire défaut de paiement. Alors on a tenté de calmer le jeu aujourd'hui. Même le patron du FMI, Dominic Strauss-Kahn, a dit qu'il ne s'inquiétait pas de la Hongrie. Mais le message envoyé par les marchés, c'est toujours un message inquiétude. Merci beaucoup Gérald. Au revoir, Céline. On a souvent entendu parler de l'importance de la vaccination pour prévenir la pneumonie, particulièrement chez ceux qui ont un système immunitaire fragile, les personnes âgées entre autres. Or, une étude menée par des chercheurs canadiens démontre que le fait d'être vacciné ou non n'a pratiquement aucun impact auprès de ces personnes. Frédéric Arnaud. Chaque année, des milliers de Canadiens de plus de 65 ans se font inoculer le vaccin contre le pneumocoque, responsable de la pneumonie. Un vaccin qui avait été testé dans les années 70 sur des sujets jeunes et en pleine santé. Et c'est bien là le problème, selon le docteur Jenny Johnstone. Elle et ses collègues ont suivi 2950 patients admis à l'hôpital d'Edmonton après avoir contracté une pneumonie. Le tiers de ces patients âgés, en moyenne de 68 ans, y ont reçu le vaccin. Selon l'étude, les résultats ne sont pas très encourageants. Within 5 years, over 50%, or approximately 50% will die. En 5 ans, près de la moitié des patients succombent malgré tout à la maladie, vaccin ou pas. À Vancouver, le quartier Downtown Eastside est l'une des cibles privilégiées de la campagne de vaccination contre le pneumocoque. Chaque année, les infirmières offrent le vaccin en pleine rue parce qu'il constitue la meilleure arme contre la maladie. Les résultats décevants de l'étude n'étonnent pas outre mesure les directions de santé publique. C'est un vaccin qui est recommandé plutôt pour les gens âgés, les gens 65 et plus, et d'autres personnes avec des facteurs de risque. Mais on sait qu'avec l'âge, le réponse immunitaire au vaccin diminue aussi. Mais faut-il pour autant remettre en question le programme de vaccination? Non, on ne va pas changer le programme sur la base d'une étude. La consigne reste la même, que les personnes âgées de 65 ans et plus se fassent vacciner, faute de mieux. We really don't have anything else at the moment. La balle est donc dans le camp des compagnies pharmaceutiques qui doivent mettre au point de meilleurs vaccins contre le pneumocoque. L'enjeu est de taille, puisque c'est la maladie infectieuse la plus meurtrière du Canada et la 4e cause de mortalité en général du pays. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Vancouver. Une figure légendaire du journalisme aux États-Unis a pris sa retraite. Ellen Thomas, qui couvre la Maison-Blanche à Washington depuis un demi-siècle, a subitement quitté ses fonctions 10 jours après avoir déclaré que les Israéliens devaient quitter la Palestine. Des propos qui ont été largement retransmis sur Internet.
Elle a présenté ses excuses quelques instants avant l'annonce de son départ. Helen Thomas, qui a aujourd'hui 89 ans, est perçue comme une pionnière du journalisme féminin. Et Jocelyne, on est en juin quand même, du gel au sol. Oui, voilà. Alors écoutez, ce sont quand même des régions un peu plus au nord. Les gens sont habitués à avoir du gel jusqu'en juin ou un risque de gel. Mais quand même, l'air le plus froid va se trouver dans le nord-est de l'Ontario, le nord-ouest du Québec, avec des minimums qui vont varier entre 0 et 4. Donc, du gel au sol, un avertissement pour ces régions. Alors, vous voyez, c'est ce qui apparaît en bleu clair. Cependant, demain, les températures vont grimper, ça c'est sûr. L'air froid, l'air le plus froid va se déplacer vers l'est un peu. Et si on regarde les minimums pour la nuit mercredi, l'air le plus froid va se trouver dans le centre du Québec et ce sont ces régions qui auront à ce moment-là un bon risque de gel au sol. J'espère au moins qu'il fera beau, on s'en reparle tout à l'heure. Merci, Jocelyne. Ici Catherine Kovacs. Plus tard au téléjournal, la chanson française n'a plus la cote dans nos médias. Les jeunes doivent apprendre le répertoire anglais pour faire carrière. Un effet de la mondialisation. Vous voulez profiter de la vie? Présentement chez Club Piscine, c'est l'événement spa. Tous les spas sont réduits jusqu'à 50%.